Mon père m'a regardé avec dédain à travers l'écran FaceTime. Sa voix, empreinte de colère, était rauque. « Comment ai-je pu avoir un enfant comme toi ?» J'ai répondu d'une seule phrase, froide et sèche. « Alors souviens-toi que tu n'as jamais eu cet enfant. » C'en était trop. J'ai raccroché, bloqué son numéro et disparu de leur vie à jamais. Salut Reddit, je m'appelle Delaney Harper, j'ai 33 ans et je vis à Portland, dans l'Oregon. Cette phrase de mon propre père a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après 33 ans passés à être l'enfant de second choix, celle qui n'a jamais compté. À partir de ce moment-là, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Que s'est-il passé ensuite? Le chaos total pour eux, la paix totale pour moi. Ils ont prié. Ils sont venus me voir. Ils ont répandu des mensonges. Ils ont tout perdu, tandis que je construisais la vie dont je rêvais. Accrochez-vous, car cette histoire est vraiment incroyable, et la fin est tout à fait justifiée. Si vous voulez savoir jusqu'où une famille peut aller lorsqu'elle réalise enfin qu'elle a abandonné le mauvais enfant, restez connectés, abonnez-vous et activez les notifications. Ça permet vraiment à la chaîne de vous proposer encore plus de drames familiaux rocambolesques comme celui-ci. Allez, entrons dans le vif du sujet. La première fois que j'ai vraiment compris que j'étais l'enfant invisible, c'était quand mon petit frère Preston a eu 12 ans. Je suis rentré de l'école cet après-midi-là et j'ai trouvé l'allée complètement bloquée par un BMX rouge brillant, avec des pneus blancs et le nom de Preston peint au pochoir sur le cadre. Papa avait fait 2 heures de route jusqu'à un magasin spécialisé à Seattle pour aller le chercher. Maman avait préparé un gâteau en forme de piste de dirt jump. Les voisins étaient invités. Preston a passé tout le week-end à faire des wheelings pendant que papa filmait chaque seconde avec sa nouvelle caméra. Moi, je roulais encore sur un vieux vélo violet cabossé que les voisins avaient laissé sur le trottoir 3 ans plus tôt. La chaîne sautait sans arrêt et les freins fonctionnaient à peine. Personne ne s'en est aperçu. 2 ans plus tard, quand Preston a eu 14 ans, c'était comme si un magasin d'électronique avait explosé sous le sapin la veille de Noël. Un jeu PlayStation 45 flambant neuf, encore sous blister. Une station de charge, un casque avec micro pour pouvoir discuter stratégie avec ses amis en ligne. Pendant des semaines, papa s'est vanté auprès de toute la famille d'avoir fait la queue jusqu'à minuit le Black Friday. Mes cadeaux cette année-là? 2 t-shirts achetés en solde chez Target, une paire de chaussettes et un billet de $20 glissé dans une carte où il était écrit « Pour tout ce dont tu as besoin ». Maman disait que j'étais facile à vivre. Comme si c'était un compliment. Puis vint le grand événement, la Dodge Dakota de 1998. Pendant 4 mois d'affilée, tous les samedis et dimanches, papa et Preston disparaissaient dans le garage. Ils ramenaient à la maison une vieille Dodge Dakota de 1998 qui semblait avoir rouillé dans un champ pendant 10 ans. La peinture du moteur s'écaillait, l'intérieur se décollait et ça sentait le chien mouillé. J'essayais de finir mes devoirs au sous-sol et je les entendais rire, la musique, les outils qui vrombissaient et le bruit des ferrailles. Le matin de l'anniversaire de Preston, ils l'ont sorti devant la maison. Jantes chromées bleu nuit, nouvelle chaîne hi-fi, et le tube de la semaine crachait à plein volume. La moitié du quartier était là. Maman pleure de joie. Papa a fait un long discours sur l'importance d'inculquer à son fils le sens des responsabilités et le goût du travail. Tout le monde a applaudi quand Preston a démarré sa moto et est parti pour son premier trajet en solo. 4 mois plus tard, pour mes 16 ans, papa m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a tendu un abonnement de bus mensuel. Il m'a dit que les transports en commun forgeaient le caractère et m'apprenaient l'autonomie financière. Je l'ai remercié, j'ai glissé l'abonnement dans mon sac à dos et je suis parti prendre le bus 42 pour aller en ville. Ma chambre était une véritable farce. Preston avait droit à toute la hauteur sous plafond de la chambre à l'étage, une immense baille vitrée donnant sur le dressing du jardin, assez grand pour une batterie dont il n'a jamais appris à jouer, et un bureau où il n'a jamais étudié. Moi, j'avais droit à l'ancien débarras du sous-sol. Une étroite fenêtre de toit qui se remplissait d'eau chaque printemps et ne laissait entrer absolument aucune lumière naturelle. La moquette était cette moquette berbère bon marché qui ne séchait jamais vraiment après les inondations et qui sentait donc toujours le moisi et les chaussettes sales. L'hiver, les tuyaux vibraient tellement que je devais porter des bouchons d'oreilles pour dormir. L'été, c'était une véritable fournaise humide. Je partageais la salle de bain avec le chauffe-eau et la chaudière. Quand celle-ci se mettait en marche, toute la pièce sentait la poussière brûlée. La période des remises de diplôme a été le facteur décisif. Preston a tout juste réussi à obtenir son diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne de 2,1. Après avoir échoué 2 fois en anglais et avoir dû suivre des cours d'été d'algèbre, mes parents ont loué la salle des fêtes du quartier, engagé un DJ pour passer sa playlist préférée toute la nuit, commandé des banderoles personnalisées proclamant « Preston, futur rockstar » et invité 60 personnes, dont des neveux que je n'avais jamais rencontrés, et payé un photographe professionnel pour le suivre.
Mon père apportait un toast pendant 10 minutes, exprimant sa fierté de voir son fils trouver sa voie et surmonter les obstacles. Le gâteau, composé de 3 larmes de chocolat parsemées de paillettes d'or comestibles, coûtait plus cher que toute ma tenue de remise de diplôme. 2 ans plus tôt, j'avais obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,9, mon admission à la National Honor Society, 3 bourses partielles et des lettres d'admission de toutes les universités où j'avais postulé. Pour fêter ça, j'ai dîné chez Applebee's en famille. Preston a passé tout le repas à envoyer des SMS à ses amis et à se plaindre que son steak était trop cuit. Maman n'arrêtait pas de lui demander de quelle couleur était sa couette pour la chambre d'étudiant où il ne mettrait jamais les pieds, puisqu'il avait abandonné ses études après un semestre. La seule personne qui semblait s'en apercevoir était grand-mère Lanard. À chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque bonne note, sans que personne d'autre ne s'en aperçoive, elle trouvait un moment de calme et me glissait une petite enveloppe dans la main. 50 $ par-ci, 75 par-là, une fois 100. Quand j'ai été acceptée à l'université, elle la pliait toujours un peu pour que papa et maman ne la remarquent pas. Elle me pinçait les doigts et me chuchotait. « C'est pour toi, ma chérie. Tu fais quelque chose d'extraordinaire et je le vois. » Si maman nous surprenait, elle levait les yeux au ciel et marmonnait quelque chose à propos de grand-mère qui était trop paresseuse. Papa changeait de sujet comme si de rien n'était. Ces enveloppes faisaient toute la différence, entre manger des nouilles instantanées pendant un mois et pouvoir faire de vraies courses pendant certains semestres. Elles ont payé la calculatrice graphique dont j'avais besoin pour la physique. Elles ont financé la tenue d'entretien qui m'a permis de décrocher mon premier emploi de serveuse. C'était la seule preuve que quelqu'un, sous ce toit, se souciait de moi, de ma réussite ou de ma survie. À 18 ans, j'avais compris la règle qui allait guider ma vie pendant les 10 années suivantes. Personne dans cette maison ne me ferait jamais passer en premier. Alors j'ai appris à penser à moi, car attendre qu'il me remarque n'arriverait jamais. À 18 ans, j'avais compris la règle qui allait guider ma vie pendant les 10 années suivantes. Personne dans cette maison ne me ferait jamais passer en premier. Alors je me suis fait passer en premier, et l'université est devenue mon objectif. Je me suis inscrite au Portland Community College à l'automne suivant mon bac, car c'était la seule voie réaliste, grâce aux bourses que j'avais obtenues de haute lutte et à l'aide discrète que ma grand-mère Lanard m'apportait tous les 2 ou 3 mois. Les frais de scolarité s'élevaient toujours à 2 000 $ par semestre après les aides, et les livres coûtaient 4 500 $ de plus. Dès ma première semaine sur le campus, je me suis précipitée sur le portail emploi et j'ai accepté le premier boulot qui offrait des pourboires en espèces tous les soirs, un restaurant ouvert 24h en 24, juste à la sortie de l'autoroute I5, de 18h à 3 ou 4h du matin, 5 soirs par semaine. Hein! Je finissais mes derniers pourboires dans la salle de pause pendant que le chef nettoyait le grill, puis je rentrais chez moi fenêtres ouvertes pour ne pas m'endormir sous la douche à cause de l'odeur de friture. Je programmais 3 alarmes différentes et j'étais de retour sur le campus pour le cours de 20h, avec le plus grand gobelet de café disponible dans les bras. Certaines semaines, je survivais avec seulement 3 ou 4 heures de sommeil par nuit. J'avais pris l'habitude de dormir dans la cage d'escalier de la bibliothèque entre les cours, car c'était plus calme que le sous-sol chez moi. Mes camarades se plaignaient d'être fatigués à cause des jeux vidéo. J'en avais marre de porter des plateaux de crêpes aux chauffeurs routiers qui me donnaient des pourboires de 25 cents et m'appelaient Sherry. Après 2 années éprouvantes, j'ai intégré une université d'État à 1 heure au nord. Les frais de scolarité ont triplé du jour au lendemain. Les bourses couvraient environ 40% de l'argent de ma grand-mère, une petite partie seulement, et le reste partait directement en prêts étudiants. J'ai gardé exactement le même emploi du temps, car le loyer, la nourriture et les intérêts des prêts ne laissent aucun répit. Assise au fond d'amphithéâtre de 200 places, je luttais contre le sommeil, puis filais directement au restaurant. Je faisais des allers-retours avec le sourire pendant 8 heures. Je comptais les pourboires à 2 heures du matin, puis j'étudiais dans une cabine. Après la fermeture, jusqu'à ce que le gérant verrouille les portes, je rentrais chez moi. Et le même scénario se répétait. 4 ans après avoir commencé mes études en IUT, j'ai reçu mon diplôme en commerce, avec une moyenne de 3,8 et 42 000 $ de prêts étudiants qui continuent d'arriver chaque mois. L'expérience universitaire de Preston était un tout autre monde. Le jour où il a annoncé vouloir étudier la musique, ses parents ont signé le premier chèque pour les frais de scolarité dans une école d'art privée du centre-ville, sans même demander de brochure. Frais de scolarité complets, logement en résidence privée. Il n'a jamais utilisé l'allocation mensuelle du forfait repas pour acheter du matériel ou s'inspirer. En première année, il a décidé de devenir guitariste. Son père lui a acheté une pôle pour 3 000 $ de moins la même semaine. En deuxième année, il s'est tourné vers la production musicale et s'est soudainement retrouvé avec 20 000 $ de logiciels et de matériel de studio à sa disposition. En troisième année,
il est passé au graphisme, car le public était plus branché. Chaque changement nécessitait simplement un coup de fil au service des inscriptions et un virement du compte familial. Pas de leçons sur la concentration, pas de questions sur le gaspillage d'argent. 5 ans et 3 changements majeurs plus tard, il a obtenu une licence en arts généraux, preuve, en gros, qu'il avait été suffisamment présent pour récupérer un devoir. Il est retourné dans sa chambre à l'étage, avec sa baie vitrée qui lui servait d'espace de travail créatif, annonçant à qui voulait l'entendre qu'il travaillait sur un album qui sortirait quand tout serait parfait. Entre-temps, j'avais 24 ans, je vivais dans un studio de 46 mètres carrés où l'évier de la cuisine servait aussi de lave-vaisselle, je mangeais du gruau nature pour dîner afin de pouvoir payer le minimum de mon crédit immobilier et j'envoyais 50 roupies par semaine. Grand-mère Éléanore était mon seul repère. Chaque semestre, sans faute, une simple enveloppe blanche apparaissait, tantôt dans ma boîte aux lettres sur le campus, tantôt glissée sous ma porte après une longue journée de travail. $200, parfois 3, toujours une vingtaine, avec un petit mot de sa belle écriture. N'oublie pas de bien manger pour garder l'esprit vif. Bisous, G. Une fois, alors qu'il ne me restait que $43 avant la paie et que la facture d'électricité était due, elle m'a envoyé $400 en écrivant. Achète-toi autre chose que des nouilles instantanées cette semaine, ma chérie. Ces enveloppes m'ont permis de faire les courses quand les pourboires étaient maigres. Elles ont couvert les frais de laboratoire que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Elles ont financé le matériel professionnel qui m'a permis d'obtenir mon premier vrai entretien d'embauche. C'est grâce à eux que je n'ai jamais eu à abandonner un cours ni à reporter ma remise de diplôme d'un semestre. Lorsque j'ai signé mon premier contrat à temps plein comme assistante coordinatrice de projet, je conduisais une Honda Civic d'occasion, fiable et sûre. J'avais financé moi-même un plan de remboursement de prêt qui allait me suivre pendant des années, avec la certitude absolue que chaque progrès, je l'avais mérité seul, grâce à ces enveloppes blanches et silencieuses de la seule personne qui n'avait jamais douté de ma valeur. À 33 ans, j'avais enfin décroché un poste de chef de projet senior dans une entreprise de construction réputée du centre-ville, remboursé la totalité de mes dettes de cartes de crédit contractées pendant mes années d'université et dormi une nuit complète pour la première fois depuis le lycée. Preston avait 29 ans, vivait toujours dans la chambre à l'étage, travaillait toujours sur son album et venait de demander à Avery Queen, une blogueuse de voyage suivie par 15 000 personnes, qui gagnait sa vie en publiant des photos de yoga au lever du soleil dans des endroits dont je ne pouvais que rêver. La demande en mariage en elle-même ne m'a pas surprise. Avery était là depuis 2 ans, et ma mère la traitait déjà comme la fille qu'elle avait toujours désirée. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est le SMS de groupe qui a inondé mon téléphone un vendredi soir d'avril, alors que je réchauffais les restes d'une journée de 14 heures sur le lieu de réception. Ma mère avait créé une nouvelle conversation familiale intitulée « Les rêves de mariage de Preston et Avery ». Le premier message était un pavé de texte décrivant l'endroit parfait qu'ils avaient trouvé à Wood River, un petit domaine viticole au bord de la rivière, des guirlandes lumineuses partout, un chef privé pour 150 invités et un acompte total requis pour réserver la date. $22,000. Puis est venue la phrase qui m'a fait lâcher ma fourchette. Comme il s'agit d'un moment familial unique, nous demandons à chacun de contribuer. Delaney, en tant que sœur aînée, nous attendons $15,000 de ta part. C'est la tradition pour toute la famille de partager cette joie. $15,000, 2 mois de salaire net. J'avais demandé un acompte pour la fête de quelqu'un d'autre. J'ai répondu. Je ne pouvais pas me permettre de donner $15,000 et de cliquer sur « Envoyer ». Les réponses ont afflué. Maman, il ne s'agit pas de ce que tu peux te permettre. Il s'agit d'amour et de soutien. Preston, sérieusement, tu gagnes bien ta vie maintenant. Papa, la famille s'entraide. Ne complique pas les choses. J'ai expliqué que j'avais mes propres objectifs concernant mon prêt immobilier, ma retraite et le fonds d'urgence que j'avais mis des années à reconstituer. Maman a répondu que Preston et Avery méritaient le mariage de leurs rêves et que je devrais être honoré de contribuer à le réaliser. Preston a envoyé une photo du lieu au coucher du soleil, accompagnée d'émojis-cœurs. J'ai cessé de répondre. Tout le week-end, les messages ont continué d'affluer, avec des liens de paiement, des tableaux de budget, et même une campagne GoFundMe à moitié terminée intitulée « Aider Preston et Avery », ai-je précisé. Maman a conclu une conversation par « Si tu ne contribues pas, ne m'appelle plus jamais maman ». Dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était un appel FaceTime de papa. J'aurais dû l'ignorer. Je ne l'ai pas fait. Il a répondu, rouge de colère, assis à son bureau dans son bureau à la maison. Maman restait en retrait, juste hors champ. Preston et Avery se tenaient derrière lui, en choriste. Papa ne s'arrêta pas. « Il nous faut une réponse ce soir », hurla-t-il. « Il nous manque $5,000 pour l'acompte, et la salle ne sera plus disponible après mardi. Arrête de nous ignorer. »
Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas donner 15 000 $, dis-je d'une voix calme. C'est impossible pour moi en ce moment. Paparita merement. Tu vis seul. Pas de petit boulot pour tes enfants. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Maman se pencha en avant. C'est le mariage de ton seul frère. Tu as eu tout ce que tu voulais. Laisse-le faire. J'ai énuméré les faits une fois de plus, 5 ans d'école d'art, entièrement financés, pas de loyer, et 29 camions toujours au nom de papa. Maman aimait interrompu. C'est un artiste. Il a besoin d'aide. Toi, tu n'as jamais eu besoin de rien. La dispute a duré 20 bonnes minutes. À chaque fois que j'évoquais la justice, on criait à la jalousie. À chaque fois que je parlais d'argent, on criait à l'égoïsme. Preston a levé les yeux au ciel. Avery a baissé les yeux. Finalement, papa s'est penché si près de la caméra que son front remplissait l'écran. Sa voix est devenue ce grognement grave et menaçant que je n'avais pas entendu depuis l'adolescence. Comment diable ai-je pu me retrouver avec un gamin comme toi? Silence. Ma mère a simplement secoué la tête, sans même daigner me regarder à nouveau. La bouche de Preston s'est ouverte, puis refermée. Les yeux d'Avery se sont écarquillés. J'ai regardé droit dans l'objectif et j'ai répondu calmement et clairement. Ensuite, j'ai fait comme si tu n'avais jamais eu de fille. Papa s'est mis à crier autre chose, mais j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de maman, celui de Preston, la conversation de groupe du mariage, j'ai passé en revue tous mes contacts, bloqué tous les cousins, tous les amis de la famille qui pourraient essayer de me culpabiliser plus tard. 17 numéros en moins en 90 secondes. Mon téléphone a vibré furieusement pendant 1 minute, puis plus rien. 1 heure plus tard, un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais j'ai finalement répondu. Delaney, ma chérie, c'est grand-mère Eleanor. Sa voix était douce, posée, comme toujours. J'ai vu Preston se plaindre dans la conversation familiale avant que tu ne la quittes. J'ai entendu ce que ton père a dit. Tu as bien fait. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu ne leur dois rien. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Elle a parlé encore quelques minutes. Aucune pression pour pardonner. Pas de leçon sur les liens du sang, juste que j'étais forte, que j'avais construit quelque chose de solide, et qu'elle avait toujours su que j'y arriverais. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin. J'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi comme jamais. C'était la nuit où le petit dernier est enfin parti pour de bon. 3 semaines de silence parfait ont pris fin lorsque mon téléphone a sonné à 23h30 un mardi soir. J'étais à moitié dans mon verre de vin, en train de regarder un épisode enregistré d'une émission de télé-réalité sans intérêt, quand l'écran s'est illuminé avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Jack, le gérant du restaurant ouvert 24h en 24 où je travaillais jusqu'à 3h du matin. J'ai décroché, m'attendant presque à me tromper de numéro. Delaney. Désolé d'appeler si tard, a-t-il dit à voix basse, comme s'il essayait de ne pas être entendu. Ton père vient d'arriver, genre, à l'instant. Il a fait irruption en criant ton nom, a exigé de savoir si tu travaillais toujours ici, a dit que tu avais craqué et que tu avais besoin d'aide de ta famille. Les clients nous ont dévisagés. J'ai essayé de le calmer, mais il s'est mis à crier et a commencé à renverser des chaises. Les agents de sécurité ont dû l'escorter dehors. Il est parti en jurant, disant qu'il allait. Je reviens demain. Assise là, avec mon vin glacé, j'étais complètement oubliée. Jack n'arrêtait pas de parler. Je me suis dit que tu devrais le savoir au cas où il recommencerait. En plus, 2 habitués l'ont reconnu grâce à la description que tu m'avais donnée il y a des années et m'ont demandé si tout allait bien. J'ai juste évoqué des problèmes familiaux et j'en suis resté là. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté planté là, à fixer le mur pendant un long moment. Mon père n'avait jamais mis les pieds dans ce restaurant en 6 ans. Il savait exactement où il se trouvait parce qu'il se plaignait sans cesse que je gâche ma vie au travail. Et maintenant, 3 semaines après avoir bloqué tout le monde, il avait décidé de faire un scandale là où il savait que ça m'embarrasserait le plus. 2 jours plus tard, c'était le début des ennuis. J'étais en réunion avec un client quand mon téléphone professionnel a vibré. Un nouveau mail des RH intitulé « Préoccupez-vous de votre bien-être ». Quelqu'un, utilisant une adresse mail Proton anonyme, avait envoyé un long message à mon chef, à mon supérieur hiérarchique direct et à 3 chefs d'équipe, affirmant que j'étais en grande détresse émotionnelle, que je présentais des signes d'instabilité et que je représentais peut-être un danger pour moi-même et pour les autres. Le message contenait des captures d'écran de vieux messages privés sortis de leur contexte et se terminait par une suggestion que l'entreprise surveille de près la situation. J'ai immédiatement reconnu le style d'écriture. C'était ma mère. Elle avait trouvé mon lieu de travail actuel via LinkedIn. Une de mes anciennes collègues du restaurant me suivait encore. Ma mère avait dû lui envoyer un message pour obtenir des informations,
puis utiliser le nom de l'entreprise pour approfondir ses recherches. Le courriel était adressé à des personnes qui connaissaient à peine ma vie privée. Mon chef m'a appelé cet après-midi-là, inquiet mais calme. Je lui ai expliqué la situation familiale le plus simplement possible. Il a acquiescé, m'a dit qu'il avait confiance en mon travail et a transmis le dossier au service juridique pour qu'il soit traité comme du harcèlement. La nouvelle s'est vite répandue. À la fin de la semaine, une demi-douzaine de collègues avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'avaient envoyé des messages privés pour prendre de mes nouvelles et m'offrir leur soutien. Quelqu'un a créé un nouveau canal Slack appelé « L'équipe de défense de l'année », où l'on publiait des mèmes sur les parents toxiques. Mon chef actuel a bloqué l'adresse anonyme et a ajouté une note à mon dossier indiquant que tout contact ultérieur de la famille passerait par les ressources humaines. La réaction a été immédiate et cinglante. Jake du restaurant m'a recontacté par SMS quelques jours plus tard. Papa était revenu 2 fois, de plus en plus contrarié, et la sécurité a fini par lui interdire l'accès au restaurant. Les habitués qui se souvenaient de moi ont commencé à laisser de faux avis négatifs sur des clients âgés et impolis qui perturbaient l'ordre public. Les messages de maman à d'anciens collègues étaient capturés d'écran et partagés dans des discussions de groupe auxquelles j'appartenais encore. On lui répondait par des émojis rieurs et on lui disait de me laisser tranquille. Une ancienne serveuse, une amie, a même publié un message sur sa page. Certains parents croient vraiment que l'argent peut acheter le pardon. Eh bien, détrompez-vous. À la fin du mois, le harcèlement s'est retourné contre ses auteurs de façon spectaculaire. Au lieu de m'isoler, il a rapproché tous ceux qui me connaissaient vraiment. Les pourboires de mes anciens clients habituels ont considérablement augmenté, car ils avaient le moral à zéro. Mon équipe actuelle m'apportait du café les jours difficiles sans que je le demande. Des inconnus qui prenaient de mes nouvelles m'envoyaient des messages d'encouragement. Papa n'est jamais venu à mon bureau. Il ne savait pas où se trouvaient les projets en cours, et la sécurité y est omniprésente. Maman a tenté une nouvelle fois d'envoyer un courriel anonyme aux ressources humaines et a reçu une lettre de licenciement en guise de réponse. Après cela, les attaques directes ont cessé. Ils avaient essayé de me faire passer pour instable, et ils n'ont fait que confirmer qui était le véritable problème. Ce qui a suivi était plus profond que tout ce que j'avais connu auparavant. Début octobre, grand-mère Eleanor m'a laissé un message vocal qui a tout changé. Je venais de terminer une longue journée de visite professionnelle et je consultais mes emails quand mon téléphone a vibré. C'était sa voix. « Delaney, ma chérie, c'est moi. Il faut que je te voie. Il y a quelque chose d'important concernant le mariage de ton frère que je pense que tu devrais savoir. Appelle-moi dès que tu peux. » Il n'y avait aucune urgence dans sa voix, mais ces mots ont eu un impact considérable. Nous nous sommes retrouvés pour un café le lendemain après-midi dans un endroit tranquille de Beaverton, à l'abri des oreilles de la famille. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Autour de 2 lattes, elle m'a tout raconté. Elle avait rencontré les parents d'Avery, Richard et Susan Quinn, la semaine précédente. Ils avaient pris contact avec elle après l'annonce des fiançailles et souhaitaient rencontrer la famille. Grand-mère y était allée. Seule car maman était trop occupée par les préparatifs et papa était au travail. Pendant le déjeuner chez eux à Seattle, la conversation avait dévié sur les dynamiques familiales et grand-mère ne put plus se taire. Elle sortit un dossier de son sac et le fit glisser sur la table. À l'intérieur, des photocopies d'anciens reçus de scolarité de l'école d'art de Preston. Des années, 5 ans de paiement intégral, des changements importants, des achats de matériel, tout au nom de papa. À côté, des captures d'écran de conversations SMS. Maman s'extasiait sur le talent de Preston. Papa louait sa créativité. Les mêmes messages que j'avais vus des centaines de fois, mais que je n'avais jamais conservés. Grand-mère avait tout archivé et classé. Je leur ai dit la vérité. Elle a simplement expliqué que leurs parents avaient investi toutes leurs ressources dans Preston, tandis que Preston avait tout construit par elle-même. Ils n'ont pas dit grand-chose sur le moment, mais j'ai vu leur regard. Il s'est avéré que les Quinn étaient issus d'une vieille famille de promoteurs immobiliers fortunés de Seattle, appartenant à la 3e génération, avec une tradition familiale d'égalité et d'autonomie. Le fait que leur fille épouse un homme issu d'une famille où régnait un tel déséquilibre les mettait mal à l'aise. Ils commencèrent à poser des questions discrètement, en commençant par Preston. Une semaine après le déjeuner chez grand-mère, Susan Quinn appela Avery et lui proposa une conversation informelle sur ses finances. Preston, pensant qu'il s'agissait simplement de parler de mariage, lui remit son rapport de solvabilité sans hésiter. Ils y découvrirent $18 000 de dettes renouvelables, des cartes de crédit à découvert à cause d'achats extravagants, des frais de retard et seulement les paiements minimums effectués. Le père, propriétaire d'un camion, y figurait également, signant l'assurance 2 ans plus tard. La moitié du budget de l'album avait été dépensé dans des festivals auxquels il n'avait jamais assisté. Richard Quinn ne cria pas et ne menaça pas. Il regarda simplement Preston et dit « Mon garçon,
On ne bâtit pas un empire sur les dettes et les excuses. Ils donnèrent un ultimatum à Avery, reportèrent le mariage Sindai jusqu'à ce que Preston fasse preuve d'une réelle stabilité. Elle choisit les valeurs de sa famille plutôt que le conte de fées. Fin septembre, les fiançailles furent rétablies, moyennant une pénalité de $5 000, et Avery retourna à Seattle. Preston était anéanti. Pour la première fois de sa vie, la voie royale s'était arrêtée. Il ne pouvait plus rester dans sa chambre à l'étage. Ses parents lui ont suggéré le sous-sol, mais même cela lui semblait une régression. Il a fait ses valises pour le week-end, loué un studio dans l'est de la ville avec un colocataire trouvé sur Craigslist, et accepté le premier emploi venu qui ne requérait pas un poste d'assistant comptable débutant pour la gestion de portefeuille dans une petite entreprise. Encore 9 feuilles de calcul Excel, aucune liberté créative, un salaire juste suffisant pour payer le loyer et le minimum sur ses cartes. Le prix à payer pour la compte. Il le rembourse encore chaque mois. Les conséquences ne s'arrêtaient pas là. Le groupe de golf de son père, celui avec lequel il jouait tous les samedis depuis 20 ans, a commencé à se désagréger. Tout a commencé par des murmures après son arrivée un matin, toujours furieux du mariage annulé, se plaignant à qui voulait l'entendre de l'ingratitude de ses enfants et de la trahison familiale. Au 3e trou, il a hurlé après avoir raté un putt, jeté son club et surpris le garde forestier. La conversation de groupe est restée silencieuse. 2 semaines plus tard, l'organisatrice a appelé pour annoncer une restructuration des adhésions et le départ de papa. Personne n'a répondu à ses appels ensuite. Le bénévolat de maman à l'église luthérienne, où elle avait organisé des ventes de pâtisseries et l'école du dimanche pendant 15 ans, diminuait rapidement. Une amie du groupe de femmes avait entendu toute l'histoire. Le déjeuner de grand-mère avec les Quins avait fuité via Seattle Connection. Un dimanche après l'office, le pasteur l'a prise à part et lui a suggéré de réfléchir aux priorités de sa famille avant de s'impliquer dans d'autres comités. En novembre, elle a disparu de la liste des bénévoles. Elle a cessé d'y aller. L'entreprise a aussi commencé à souffrir. Harper Financial Services, le petit cabinet comptable que papa et maman géraient depuis leur maison, perdait des clients. La nouvelle s'est répandue très vite dans le milieu des affaires très soudées de Portland. Les propriétaires, qui prenaient la responsabilité financière, avaient un fils criblé de dettes et une fille avec qui ils s'étaient brouillés à cause de l'argent. 2 clients de longue date ont changé de cabinet. Les recommandations se sont raréfiées. Papa publiait des messages vagues sur LinkedIn au sujet des difficultés, mais le mal était déjà fait. Grand-mère observait tout de loin, sans jamais envoyer de messages, sauf de temps en temps. Il découvre maintenant ce qu'elle savait depuis des années. Elle ne m'a jamais demandé de la tenir au courant. Elle n'a jamais suggéré de pardonner. Elle a simplement laissé les conséquences suivre leur cours. À la fin de l'année, la famille avait fait ses choix, sans que personne d'autre n'ait son mot à dire. Le mois dernier, j'ai eu 33 ans et, pour la première fois de ma vie, j'ai eu une fête qui était vraiment la mienne. 2 semaines plus tôt, mon patron m'avait convoqué dans son bureau et m'avait remis mes nouvelles cartes de visite, chef de projet senior. Mon nom en gras. Le titre que je convoitais depuis mon tout premier stage. Cette même semaine, le dernier remboursement de mon prêt étudiant est passé. $42 000 effacés. J'ai fixé le solde à 0 sur l'écran et j'ai senti un poids disparaître, un poids dont je ne savais même pas qu'il existait. Alors j'ai réservé la salle privée du restaurant rooftop du Pearl District que je rêvais d'essayer depuis des années. 40 invitations ont été envoyées à celles et ceux qui m'avaient vu dans mes pires moments sans jamais détourner le regard. Mes anciennes colocataires qui me remplaçaient pendant mes examens. Mes coéquipières qui m'apportaient du café les jours d'épuisement. Mes amis qui écoutaient toutes mes petites angoisses sans jamais me dire de pardonner. Pas de discussion familiale groupée. Pas d'obligation. Juste celles et ceux qui m'ont choisi quand je n'avais rien d'autre à offrir que ma fatigue et ma détermination. La nuit était douce et claire, des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de la ville. Tout le monde portait des robes élégantes ou des tenues extravagantes, riant en découvrant son nom sur les petits marque-places que j'avais imprimés moi-même. Le menu était exactement ce que je voulais, du saumon frais, du bon vin, aucune discussion sur l'argent, aucune culpabilité. Quelqu'un avait préparé une playlist de mes années universitaires. Une autre personne avait monté un diaporama de photos de mes chantiers et de mes longues nuits de révision. Les rires résonnaient contre les murs de briques. Grand-mère Eleanor était la seule parente de 100 invités. Elle est arrivée dans sa plus belle tenue du dimanche, coiffée à la perfection, un petit sac cadeau à la main. À l'heure des toasts, elle s'est levée sans qu'on le lui demande, un verre de cidre pétillant à la main. Le silence s'est fait aussitôt. J'ai vu cette jeune femme se battre pour tout ce qu'elle possède. Je l'ai vue travailler jusqu'à ce que ses mains tremblent, jusqu'à ce que ses yeux brûlent, et pourtant se relever le lendemain. C'est une femme qui n'a jamais abandonné. Merci de l'avoir choisie quand d'autres ne l'ont pas fait. C'est cela, la vraie famille.
40 personnes ont levé leurs verres. Plusieurs avaient les yeux humides. Moi aussi. Nous avons pleuré. Nous avons dansé sur la petite terrasse. Nous avons pris des centaines de photos sous les lumières. Quelqu'un a apporté un gâteau avec 33 ans et sans dette, écrit en glaçage. Grand-mère était assise à côté de moi, me serrant la main de temps en temps, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que la pièce était remplie d'amour plutôt que de reproches. Aucun membre de la famille Harper n'est apparu. Pas de message de dernière minute. Pas de culpabilisation. Pas de messages vocaux en colère. Le lendemain, maman et papa étaient quelque part de l'autre côté de la ville, faisant semblant que tout allait bien. Preston était seul dans son petit appartement, apprenant enfin comment fonctionnent les tableurs. Le silence venant de ce côté de ma vie était total. Grand-mère a murmuré « Tu dois vivre ta vie entièrement ». Et en regardant les tables vides, le gâteau à moitié mangé, les lumières de la ville encore scintillantes en contrebas, j'ai su qu'elle avait raison. Ma famille était complète. Elle ne ressemblait simplement plus à celle qu'on m'avait imposée. Et ma vie, enfin, m'appartenait entièrement. Son nom avait complètement